Oui, en fait, c'est trois questions. Une, c'est sur la relation entre le monde marchand et le monde non marchand. C'est-à-dire, est-ce que vous avez ressenti un apport qui venait du monde non marchand ou un frein euh, qui venait du monde non marchand, c'est-à-dire les ONG, les associations, aussi les services du gouvernement, hein, tout ce qui n'est pas directement orienté vers un résultat financier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bénévoles, hein, c'est des... Mais 80% des consultations sur Internet, elles sont sur ce monde-là, hein. Voilà. Donc c'est un apport colossal au réseau lui-même. Et dans les contenus aussi, et dans les innovations. Donc, par exemple, vous, est-ce que vous avez des innovations que vous... Par exemple, le monde des objets, est-ce que c'est quelque chose où le monde non marchand vous ont donné des idées, si vous voulez? Oui, j'ai créé même une boîte qui était exactement montée là-dessus. Ça s'appelait Ozone au début des années 2000. Ouais. À l'époque, il y avait une association à Paris qui s'appelait Paris Sans Fil, de gens qui mettaient des antennes Wi-Fi sur les toits d'immeubles pour créer un réseau communautaire Wi-Fi sur les toits d'immeubles. Je trouvais ça très bien. Donc, j'ai participé à plusieurs réunions de cette association. Mais ils avaient le problème de ce genre d'association, c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui adhéraient à l'idéologie qui était derrière. C'était une idéologie libertaire de on va créer notre propre réseau, et comme c'est sans fil, ça ne touche jamais le sol et on partage tout. C'était excitant, sauf qu'en termes de compétences techniques et de moyens, ils n'étaient pas là. C'est qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient compétentes techniquement et qui avaient un boulot par ailleurs et qui étaient sollicitées tous les week-ends pour aller sur les toits de tous les immeubles de tous les autres, venir installer des antennes ou réparer des antennes. Et ceux-là en avaient marre. Et donc ce modèle associatif ne marchait pas. Et donc Ozone a repris exactement la même idée, sauf que nous on était payés pour aller installer les antennes. Et ça a marché extraordinairement bien, en cela qu'on a construit un réseau à l'échelle de 65% de Paris sur une base dite de nénuphar. Les premières antennes étaient posées dans le 13e. Les gens qui captaient ces antennes pouvaient s'inscrire, se connecter dessus. Il y avait du Wi-Fi partout autour. Ceux qui étaient en bordure de réseau captaient plus ou moins le signal, mais assez pour voir qu'ils pouvaient eux-mêmes être candidats pour avoir une antenne sur le toit. Et avancer comme ça. Et comme ça, donc il y avait des espèces de poussées. Donc on regardait, mais comme des nénuphars sur un truc, et ça grossissait. L'idée étant qu'il fallait 5 antennes par région, parce que c'est des antennes Wi-Fi, et donc il n'y a pas la solidité d'une infrastructure télécom, mais par la redondance, et dans la mesure où chaque antenne ne coûtait que 200 € à mettre, on ne payait pas les emplacements, parce que par le droit à l'antenne sur l'immeuble, les emplacements étaient gratuits par rapport au coût d'une antenne de télécom. Ouais. C'est comme une antenne satellite en fait. Voilà, Ouais. Donc c'est le même droit qui s'applique aux antennes satellites. Et donc on a fait ce truc de réseau biologique de propagation avec des grands acteurs qui sont arrivés. C'est que la mairie de Paris nous a donné les tours du 13e où on avait des antennes qui arrosaient tout Paris. Le toit de Beaubourg, on avait 35 antennes qui couvraient tout le truc. Il n'y a que le 15e qu'on n'a jamais réussi à pénétrer. Et ça, en 3 ans, on a vu cet effet grouillant de trucs que j'ai vendu. Donc la graine initiale venait... Mais l'idée était une idée qu'en Ouais. tant qu'entreprise, on ne pouvait pas avoir. C'est que c'était d'abord une idée communautaire dans cette association qui finalement s'est retrouvée fondue dans Ozone, parce qu'on leur apportait non pas seulement l'idéologie, mais le fait que on avait des gens qui venaient poser l'antenne, maintenir l'antenne. Eux, ils se sont servis de votre réseau après ou pas? Oui. Oui, d'accord. Donc vous leur avez mis à disposition ou bien... C'est ça, on a mis là. Comme des clients privilégiés. Ils l'avaient gratuitement. Mais en même temps, l'association, par rapport au nombre de clients qu'on avait en tout sur Paris, c'était marginal. Donc ça, on pouvait facilement... C'est un peu comme ça aujourd'hui que Orange fonctionne, non? Puisque en fait, dans ton boîtier Orange, il y a de la réémission.
D'accord. Quand vous baladez avec votre smartphone, là, tout d'un coup, vous êtes sur du Wi-Fi Orange sans l'avoir demandé, c'est parce que toutes les connexions de tout le monde sont... Tous les boîtiers ADSL ou Mais là, il n'y avait pas l'engagement. Ils réémettent. Non, il y avait pas... cette dimension de les gens, parce que c'était aussi contraignant, il fallait quand même qu'ils écrivent à leur syndic, etc. On avait facilité toute la procédure, ils recevaient le contrat prêt à remplir, la lettre recommandée prête à signer, etc. Et on envoyait l'antenniste poser le truc. Bon, après, j'ai vendu à SFR, qui n'en a rien fait. Là, bon, j'ai une autre question. Là, on a balayé le début de 25 ans. En fait. Vous avez 25 ans d'Internet derrière vous, à peu près. C'est ça? Ouais, 2002. Ouais. Est-ce que, par rapport au début, si vous voulez, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez pensées au début, comme l'évolution d'Internet, qui ne se sont pas produites, ou d'autres que vous aviez pensées qui se sont produites, et par rapport à l'avenir, comment est-ce que vous pensez l'avenir d'Internet? C'est-à-dire, est-ce que vous allez, est-ce que vous avez un projet, disons, sur l'avenir de l'Internet? Je suppose qu'avec les objets connectés, vous avez un projet. De toute façon, j'ai un projet, mais qui n'est pas le projet de l'avenir de l'Internet, qui est le sens de l'histoire, qui commence par Saint Jérôme et qui finit à l'homme bionique ou à la noosphère. Donc, et l'Internet et le mobile, les objets connectés sont jamais que des jalons dans cette histoire. Donc c'est ce que c'est que de la technique en fait. Là. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, tout est connecté à tout le temps, et tout se transmet partout en temps réel, instantané. Donc il n'y a plus de... L'espace-temps est complètement différent. Et donc chaque fois qu'on s'est trompé dans les histoires d'innovation, c'est que pourtant c'est quelque chose qu'on apprend je crois en CE2, en géométrie, c'est-à-dire qu'on part du point présent et on essaye de faire une projection vers l'avenir. On sait que à partir d'un point, on peut tracer une infinité de droites. Et donc on prend la situation actuelle, les gens ont des smartphones et on imagine l'avenir à partir du smartphone comme étant une espèce de prolongation du smartphone. Et c'est ça qui crée les problèmes du début de l'Internet. C'est-à-dire que le modèle dominant étant la télévision, on a tendance à penser que c'est un complément. Voilà, que ce n'est impossible. Il y a un modèle définitif, une fin de l'histoire qui est la télévision, de par sa prééminence, et que le futur est juste une modulation autour de la télévision, ou qui, en tout cas, il faut revenir à ça. Alors qu'on sait que quand on prend 2 points dans l'histoire et qu'on trace un truc, on a une espèce de trajectoire, et que chaque étape est justement une étape Est-ce que vous percevez des résistances qui pourraient naître actuellement, par exemple, et s'opposer justement au déroulement non, pas particulièrement. Il y en a toujours, mais elles sont inexistantes, en fait. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelait la société de l'information. C'est-à-dire que l'information circule de manière instantanée et ça ne coûte rien de la dupliquer et de la distribuer. Donc, si je prends le cas d'Aquarelle, qui est amusant parce que en fait, vous achetez un bouquet de fleurs pour l'envoyer à quelqu'un. Mais ce n'est pas tellement le bouquet de fleurs que vous envoyez. Vous envoyez un message dont les fleurs rehaussent la profondeur, si je puis dire. Comme il y a des fleurs, c'est un peu mieux, je pense à toi, etc. Et en fait, ce qui vous intéresse le plus, c'est quand même que la personne qui a reçu le message vous dise merci. Donc tout ça, c'est de l'information qu'on peut traiter de manière instantanée. Avant que Internet existe, une opération comme ça, elle coûtait en énergie énormément de moyens. C'est-à-dire que pour que la personne à qui j'envoie quelque chose me réponde, elle ne pouvait pas me répondre, il fallait que je sache où je suis, etc. Tandis que là, on sait où tout le monde est tout le temps, partout. Donc l'information circule de manière instantanée. Donc quand vous voyez les modèles comme Blablacar ou Uber, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement de l'information qui est instantané. Avant, on n'avait pas de taxi. Maintenant, les taxis, tu as vu, la G7, ils ont fait la même application que les taxis, on les trouve comme on veut, il y en a plein. Donc, le monde change à cause de ça. C'est que l'information, qui est finalement ce qui avait de plus cher à collecter avant, et aujourd'hui, ça ne coûte plus rien.